Bonsoir. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, une période pleine de contradictions. Ces folles années qui commencent dans un immense espoir de paix. On n'en veut plus de la guerre, plus jamais. Ces années qui s'achèvent dans la désillusion. On va encore se tirer dessus. Les objets souvenirs de cette époque ne manquent pas sur les marchés aux puces. J'adore les puces. Une de mes amies en a déniché quelques-uns pour nous. Ces années vont bouleverser le monde. C'est le début de la production en série à grande échelle. Le début aussi des loisirs pour tout le monde. C'est l'affirmation politique. Enfin des foules qui parfois se laisseront séduire par des régimes forts. Très forts. Trop forts. Le canon a enfin fini par se taire ce 11 novembre 1918. Et le silence qui suit n'en est que plus assourdissant. Tous les acteurs de cette boucherie mondiale en restent hébétés. Les corps sont meurtris, les villes sont effacées. Ce qui restait de l'économie de la Belgique a été pillé par l'envahisseur. Le monde entier est bouleversé à la fin de cette guerre. Le sang a redessiné les cartes. Les empires se sont effondrés. Les empereurs ont pris la fuite. Lénine est le maître à Moscou et le communisme a le vent en poupe. Allemagne, Hongrie, Italie, les brasiers révolutionnaires se multiplient. Ces incendies se révéleront feu de paille. La grande trouille des possédants va engendrer le fascisme. Tout cela semble bien loin aujourd'hui. Il n'y a plus que les objets et les textes qui témoignent de cette époque. Dès le 11 novembre 1918, une immense vague d'espoir fait écho au son du canon. Plus jamais cela, c'était la dernière guerre, la der des der. Enfin, on va mettre les armes au musée, et pour toujours. Albert Ier a passé la guerre à la tête de ses troupes dans le réduit de l'Isère. Il ne s'est pas rendu. Aux yeux du monde, il est le roi chevalier. Albert a compris que le peuple qui a versé son sang veut participer au partage des bénéfices de la paix. De grandes réformes sont indispensables. Le 11 novembre 1918, le roi est dans son dernier quartier général, le château de Lopem, près de Bruges. Des troubles agitent encore Bruxelles. Des régiments allemands se sont mutinés contre leurs officiers et rêvent d'étendre la révolution. Depuis fin octobre, le roi Albert et la reine Elisabeth partagent la demeure du baron Van Kaloen. Le couple dort sur des lits de camp. Le roi multiplie les contacts, les personnalités défilent. Le château de Lopem est devenu le centre politique du pays. L'enjeu de ces consultations, c'est la mise en chantier d'une Belgique nouvelle, plus démocratique, un peu plus sociale et un peu plus flamande. La Belgique est victorieuse. Et le roi Albert se trouve dans son quartier général, à Lopem. Et au fond, il prépare une entrée triomphale à Bruxelles. Et là, surprise, il reçoit deux hommes politiques. Il y a Paul-Émile Janson, qui est un homme politique libéral, bruxellois. Il y a Édouard Ansel, qui est le grand tribun socialiste gantois. Et ces deux-là, au lieu de féliciter le roi, au lieu de se congratuler du succès des armées, non, ils décrivent la situation à l'intérieur du pays comme une situation catastrophique. On est au bord de l'émeute. Évidemment, il y a 800 000 chômeurs, il y a 2 millions de personnes qui sont assistées. Je rappelle que nous sommes en 1918, on est un an après la grande révolution russe, et donc ils ont peur, disons le mot, ils ont peur, et ils convainquent le roi de faire un coup, on dirait aujourd'hui, médiatique, de faire baisser le thermomètre, de faire baisser la fièvre, et comment? En octroyant le suffrage universel. Le premier gouvernement d'union nationale est formé à Lopem le 16 novembre 1918. Il est présidé par un catholique, Léon Delacroix, une nouvelle tête en politique. Le patron des socialistes, Emile van der Velde, devient ministre de la Justice.
L'union de toutes les forces politiques est indispensable. Catholiques, libéraux et même, incroyable avant-guerre, des socialistes. Tous sont convaincus. Rien ne sera jamais plus comme avant. Le couple royal fait un retour triomphal à Bruxelles. La Belgique est en liesse. Elle fête sa victoire. Elle fête son roi. Le conflit mondial s'est doublé d'une autre grande tragédie. Bien plus encore que la guerre, la grippe tue près de 50 millions de personnes en 1918 et 19. Un virus inconnu, venu d'Asie, s'est attaqué aux porcs avant de s'en prendre aux humains. En France, une rumeur se répand avec l'épidémie. Les boîtes de conserve importées d'Espagne auraient été volontairement contaminées par les Allemands. On l'a donc appelée la grippe espagnole. L'épidémie s'éteint d'elle-même. Elle n'est jamais réapparue. C'est ce qu'on a dit. À moins que, au moment où je vous parle, les scientifiques cherchent encore et toujours la solution pour combattre ces virus mortels. Il y a parfois des similitudes qui donnent froid dans le dos, non? Le deuxième acte des décisions de l'OPEM se joue au Parlement. Changer la Constitution, ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Le peuple risque de s'impatienter. Le souvenir des grèves générales d'avant-guerre pour le suffrage universel est encore dans tous les esprits. Résultat, on votera d'abord et on changera les règles du jeu plus tard. Avant-guerre, certains hommes pouvaient disposer de plusieurs voix, plusieurs bulletins de vote selon leur richesse, leur niveau d'études. Ce vote plural minorisait évidemment les socialistes. Les premières élections d'après-guerre élargissent et bouleversent le paysage politique. Les catholiques perdent leur majorité absolue. Ils sont talonnés par les socialistes. Les catholiques, comme les libéraux, payent le prix fort de cette suppression du vote plural, décidée, figurez-vous, sans modification de la Constitution. Rétrospectivement, c'est évidemment une horreur. Maintenant, il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas de radio à l'époque. Je ne sais pas très bien ce que j'aurais répondu si un journaliste m'avait interrogé au même moment. Parce que, au fond, le raisonnement du roi, le raisonnement du gouvernement, le raisonnement aussi des assemblées parlementaires, c'est de dire il y a des hommes qui ont combattu pendant 4 ans dans les tranchées de l'Isère. Ils n'ont pas payé l'impôt, suffrage censitaire, mais ils ont payé l'impôt du sang. Et ça vaut peut-être plus que d'autres titres électoraux. Voter aux législatives restera très longtemps encore une affaire d'hommes. Les femmes devront attendre jusqu'en 1949 pour s'exprimer. La vie de monsieur et madame Tout-le-Monde est tout entière encore dominée par les conséquences de la guerre. Mais peu à peu, la situation s'améliore. On recommence à manger à sa faim. La viande revient sur les tables. Un navire américain met le cap vers la Belgique. À son bord, les passagers se livrent à d'étonnants exercices. Ces athlètes se préparent pour les Jeux olympiques d'Anvers. Ceux de 1916 prévus à Berlin n'ont pas eu lieu. Et cette fois, les Allemands, les Autrichiens et les Russes ne sont pas invités. Nous sommes en effet en 1920, Anvers se voit attribuer l'organisation de ces Jeux. C'est une forme de récompense pour la Belgique, qui est meurtrie, qui a beaucoup souffert évidemment de la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de publicité. Les journaux n'en font pas la une de leur manchette, certainement pas. 2 grosses nouveautés qu'on peut voir tout de suite dès la cérémonie d'ouverture. 1, l'arrivée du drapeau olympique avec les 5 anneaux qui représentent les 5 continents. Et puis 2, il faut prêter serment. Le fameux serment olympique est prononcé pour la toute première fois, un honneur qui revient à un Belge, l'escrimeur Victor Boin.
Ces Jeux olympiques réunissent 29 pays. 2626 athlètes, dont seulement 65 femmes, s'affrontent dans certaines disciplines qui n'existent plus de nos jours. Dans d'autres épreuves, on a fait des progrès, à l'époque, inimaginables. Et puis, il y a cette moisson de médailles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque. 42 médailles. On n'a plus jamais fait aussi bien. Dont 16 en or. 8 pour une seule discipline, le tir à l'arc. C'était une de nos grandes spécialités. Et puis, on a surtout retenu le titre olympique conquis par notre équipe nationale de football. Je vous sens sourire. Oui, 1920. Une équipe nationale belge championne olympique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'arrive le mot « diable rouge ». Il faut savoir que nos Belges étaient tellement bons qu'on les a appelés les diables. Sans doute étaient-ils un petit peu diaboliques à cette époque-là. Donc les diables, leur tunique était rouge, tout simplement. C'est comme ça qu'est né le nom « diable rouge ». Des médailles olympiques au sport populaire, il n'y a qu'un pas. Ce pas ne sera franchi que dans les années 20. Grâce à la réduction du temps de travail, grâce aux premières réflexions sur la qualité de la vie. On ne parle pas encore de civilisation des loisirs, non, mais elle se ferait un chemin grâce à l'application du deuxième point des décisions de l'OPEM, la journée des 8 heures. La journée des 8 heures, c'est une vieille revendication du mouvement ouvrier. Cette revendication sera enfin satisfaite après de longues discussions au Parlement. La loi est votée le 14 juin 1921. Mais il reste encore à l'appliquer. Les patrons font de la résistance. Ils ont un argument choc, la compétitivité des entreprises. Les salariés, eux, commencent à entrevoir une vie meilleure. Pourtant, les syndicats auront encore souvent recours à la grève pour faire appliquer la loi des 8 heures, leur grande conquête. Elle va changer radicalement la vie des travailleurs, parce qu'après cette loi des 8 heures sera suivie par une loi des 40 heures aussi. Ça c'est important, parce que c'était 8 heures par jour le maximum, mais on pouvait travailler 6 ou 7 jours par semaine. Après on est arrivé aux 40 heures, et là de nouveau ça a changé toute la vie des travailleurs, puisqu'ils ont pu progressivement trouver des loisirs. Dans les périodes précédentes, toute la vie était travaillée depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir pour gagner une croûte de pain. C'est vraiment un combat syndical qui a été gagné à cette époque-là et qui a été poursuivi après pour améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, de permettre aux gens de mieux s'épanouir, d'avoir autre chose que la vie abrutissante du travail et de voir d'autres éléments. La thèse à ce moment-là était d'abord d'obtenir des avantages pour les travailleurs qui avaient une vie absolument exécrable, donc il fallait changer les choses. Et je crois que la preuve que les travailleurs ont faite dans la guerre 14-18 et qu'ils feront dans la deuxième guerre également, chaque fois, il faut malheureusement arriver à des guerres pour faire comprendre au monde politique que la situation des travailleurs doit être mieux respectée. À partir de 1925, tout semble sourire à la Belgique. La machine économique tourne à plein rendement. Les salaires augmentent rapidement. Les tensions internationales s'apaisent. Le pacte de Locarno va garantir provisoirement la paix en Europe. Émile van der Velde, ministre des Affaires étrangères, en est un des artisans. C'est une grande chose que de voir dans cette assemblée toutes les nations qui jadis à Paris ont mis la guerre hors la loi, délibérer ensemble, délibérer en commun sur les moyens de mettre fin
aux désarmements nationaux qui pèsent sur les peuples, En Belgique, c'est l'euphorie, à l'image du bonheur qui vient d'unir le prince Léopold, fils du roi Albert, à une princesse venue du Nord. Astrid conquiert tous les cœurs par sa grâce, sa simplicité. Elle devient rapidement une star de la presse people de l'époque. Ah, que la vie est douce, douce, couchée dans le... Les portefeuilles sont un peu plus remplis. Pour les Belges, c'est l'embellie. Le Belge a davantage de loisirs, donc il se met à faire du sport. Et le sport était jusque-là réservé plutôt à une élite. Maintenant, il devient populaire. Le saviez-vous, à ce moment-là, le troisième sport national, c'est la balle-pelote, le jeu de balle pour les puristes, qui était et qui est toujours un sport qui offre une proximité extraordinaire, inégalée entre l'acteur, le sportif et le spectateur. Mais évidemment, partout aux quatre coins du pays, on joue au football. Petite anecdote, nous sommes donc dans les années 30 et le fameux joueur du Berscott, Raymond Brel, est suspendu par la fédération. Pourquoi? Parce qu'il exploitait en même temps un café et gagnait donc de l'argent grâce au football. Vous voyez que les temps ont bien changé. Membre de l'Union Saint-Gilloise, Pochonel, va. Membre de l'Union je suis et membre de l'Union je reste. Bien ça. Oh, monsieur Bosmans, je vous admire. Laissez-moi vous embrasser. Bien. Je pense qu'on vit véritablement à cette époque-là l'âge d'or du cyclisme en Belgique. Il y a la multiplication des kermesses, les fameuses kermesses belges, surtout dans le nord du pays, mais aussi la multiplication des succès belges au Tour de France. Presque chaque année d'ailleurs, 3 victoires consécutives pour les cyclistes wallons, 3 seuls succès pour le sport wallon dans la grande boucle, avec Firmin Lambeau, qui fut le premier belge à porter le maillot jaune, et avec Léon Sieur, qu'on avait surnommé la locomotive. Cette période de succès belge va continuer, pratiquement sans discontinuer, jusqu'à 1939, année de la victoire de Silvermaas, tiens, le dernier à gagner le Tour de France avant un certain Eddy Merckx. En Belgique, on parle aussi le néerlandais. Mais il aura fallu près de 100 ans pour que des lois linguistiques l'officialisent. Cela ne se fera pas sans discussion, mais les régions vont désormais s'affirmer. Une nouvelle Belgique va naître. 100 ans d'existence, cela se fête et dans le faste. C'est l'occasion aussi de montrer la belle colonie que le roi Léopold II a léguée au pays. Il y a 75 ans, la Belgique fêtait son 100e anniversaire. Les Belges découvrirent alors pour la première fois l'image officielle du Congo, grâce à des expositions et aux fameuses fêtes de tirage de la loterie coloniale, l'ancêtre de la loterie nationale actuelle, qui se porte toujours très bien. Merci. Où jouez-vous? Ah oui. 1930, mes amis, c'est l'apothéose. L'imposante arche du cinquantenaire sert pour la seconde fois lors des cérémonies fastueuses du 21 juillet à Bruxelles. Des milliers d'invités se pressent autour du trône géant. Un cortège historique de 2 kilomètres traverse Bruxelles. Sur 30 chars, 300 figurants reconstituent l'histoire du pays. Le plus applaudi des figurants, c'est celui qui incarne Léopold Ier. La fresque historique est reproduite dans tout le pays. Jusque dans le moindre village, on organise des cortèges où défilent les enfants des écoles, où sont évoquées la conquête romaine, la période autrichienne ou les volontaires de 1830.
La Belgique se fête, la Belgique triomphante se montre avec deux expositions nettement plus modernes à prétention universelle. Celle d'Anvers se spécialise dans les domaines maritimes et coloniales. 1930 fait honneur à 1830. Si jamais un pays a bénéficié des bienfaits de son indépendance et de ses libertés, eh bien la Belgique. L'exposition d'Anvers réunit 29 nations dans une démonstration des tendances les plus modernistes de l'architecture. Un succès. À Liège, l'exposition de la grande industrie et des sciences n'attire que la moitié des visiteurs attendus, à cause du peu d'intérêt suscité par l'industrie et d'une météo déplorable. AVV, VVK, tout pour la Flandre pour le Christ. La tour de l'Isère, symbole de la lutte d'émancipation flamande, a été construite initialement à la mémoire des soldats flamands de la Première Guerre mondiale. L'inauguration du monument aux héros de l'Isère ne fut-elle pas une des plus émouvantes manifestations de la fraternité de deux peuples dressés pour la défense de leur liberté indivisible? Sur les berges de l'Isère, une majorité de soldats étaient flamands. La plupart ne comprenaient pas le français, la langue des officiers. Une injustice qu'ils voulaient voir réparée après la guerre. Le roi Albert leur promet de flamandiser l'université de Gand, d'obtenir le droit de former des cadres en flamand. Promesse difficile à tenir. Les élites considèrent que le mouvement flamand a collaboré avec l'occupant. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un mouvement flamand avantagé par l'occupant allemand. N'oubliez pas que durant la Première Guerre mondiale, on a divisé la Belgique en deux régions, une du nord et une du sud, avec une capitale notamment à Gand et à Namur. Étonnant phénomène qui visait, comme on l'a vu en 40-45, que l'occupant désirait séparer les populations. Le texte de loi créant l'université flamande de Gand est voté à la Chambre en 1922. Il provoque de violentes réactions francophones. De nombreux patriotes y voient une atteinte à l'unité du pays. Le Sénat mettra d'ailleurs 8 ans avant d'entériner la loi. L'occupant allemand avait contribué à flamandiser l'université de Gand et la réaction patriotique était de non, jamais, on revient à l'université, l'enseignement en français. Mes parents, et ma famille habite en Flandre depuis 5 siècles, ont été éduqués en Flandre, mais en français, au collège de Narde ou chez les bonnes sœurs d'Alost, l'enseignement se faisait en français. Une nouvelle Belgique s'affirme. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles sont désormais des territoires délimités par les lois linguistiques de 1932. Ces lois linguistiques vont contribuer à une trêve communautaire qui va durer une 30aine d'années. Après les feux d'artifice des fêtes du centenaire, c'est le coup de barre. Le réveil est douloureux. La grande crise est là. Elle a commencé par un coup de tonnerre à la bourse de New York. L'économie américaine plonge avec le krach de Wall Street. Elle entraîne toutes les autres dans sa chute. Sur les écrans de cinéma et dans certains partis, des monstres rêvent de prendre tous les pouvoirs. La Belgique est cruellement touchée par la crise. Les banques font faillite, les petits épargnants sont ruinés, les ouvriers n'ont plus de travail. À l'époque, la banque fermait, les entreprises qui en dépendaient fermaient également, et des gens qui travaillaient dans l'industrie se retrouvaient, on dirait aujourd'hui au chômage, à l'époque ils se trouvaient simplement sans emploi et sans revenus.
Et c'est une spirale qui s'est développée à travers cela, une spirale qui a malheureusement conduit dans un pays comme l'Allemagne à l'avènement d'un régime dictatorial et avec le régime nazi au lancement, au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde moderne semble ne pas tenir ses promesses. La démocratie est secouée par des scandales. Les hommes politiques sont en panne de réponse. En Allemagne, Hitler profite du mécontentement et des élections et il accède au pouvoir. En Belgique, le Parti communiste prend son essor. Ces solutions radicales séduisent de plus en plus les travailleurs qui ne voient pas d'issue à la crise, tant la démocratie semble grippée. Le pouvoir finira pourtant par trouver des remèdes. Des emplâtres sur une jambe de bois, diront certains. J'ai des prédécesseurs qui effectivement ont réfléchi à quoi? Par exemple, séparer l'activité d'une banque et l'activité d'une entreprise, qu'on ne puisse pas se financer sur les marchés financiers tout en gérant en même temps son activité industrielle et donc en mêlant les genres. C'est ce qui a donné naissance chez nous à de grands holdings séparés des banques. On a eu la Générale de Banque et la Société Générale, Société Holding et Bancaire, la BBL et le groupe Bruxelles-Lambert, progressivement. Et je crois qu'au département des finances, il y a eu effectivement dans l'entre-deux-guerres et dans la foulée, des personnes qui se sont dit on vit une situation tellement catastrophique qu'on doit prendre des mesures drastiques. Ces mesures ont été prises, ça n'empêche pas que des crises ont encore lieu, mais ça permet de prévenir beaucoup mieux ces crises et de gérer leurs conséquences, les effets de contagion. Le cinéma, ah ça, c'est le grand loisir du moment. Début des années 30, il y a plus de 1000 salles et 2 millions de spectateurs en Belgique chaque semaine. Le cinéma dans les années 30, c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un mass média. En fait, tout le monde va au cinéma parce que, d'abord, la télévision n'existe pas et c'est le seul endroit où on peut voir des images qui bougent. Alors on y va pourquoi? On y va pour voir le grand film, bien sûr, mais on y va aussi pour voir les actualités. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, c'est bien volontiers que je me suis rendu à l'aimable invitation de la commune de Châtelet et du comité du centenaire d'Octave Firmé. Témoignage de notre affection profonde, expression de nos vœux les meilleurs pour toute la famille royale. Les grands succès de l'époque sont souvent ce que l'on appelle aujourd'hui des films d'horreur. Un gorille terrorise New York, la créature de Frankenstein fait trembler les campagnes. Dans les années 30, le cinéma commercial, grand public, se différencie en deux grandes catégories, si on veut. Il y a d'abord, et les majoritaires, la catégorie du divertissement. On va au cinéma pour se changer les idées. Et bon, le sommet, c'est évidemment la comédie musicale à l'américaine, mais même en France, c'est l'époque de Fernandel, hein, les débuts de Fernandel, des choses comme ça. Et puis, il y a un autre cinéma qui est un cinéma qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de cinéma de l'angoisse, et d'une angoisse un peu prémonitoire. Cette angoisse, elle s'exprime essentiellement dans les personnages des monstres qu'on peut voir au premier degré, mais qui sont aussi des métaphores. Il ne faut pas avoir fait de longues études de sociologie ou de psychanalyse pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quand, en 1933, à la fois King Kong sort sur les écrans et Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Il y a là une relation qui est, je pense, évidente. La peur du lendemain est bien réelle.
Certains vont chercher une consolation dans les cieux. Les apparitions se multiplient, Banneux, Beaurain deviennent des lieux de pèlerinage et de prière. Beaurain connaît tout d'un coup une vogue extraordinaire depuis que quelques enfants ont prétendu avoir vu la Vierge leur apparaître telle que la représentent les Saintes Images. Le théâtre de cette apparition se trouve à la sortie du bourg, dans le jardin du couvent des Sœurs de Notre-Dame. Dans ce jardin est une petite grotte devant laquelle des dévots viennent prier dans l'espoir de voir la divine apparition. Beauringue va en quelques jours connaître le succès des plus célèbres buts de pèlerinage. Les auberges vont refuser du monde et déjà on n'y entend plus parler de la crise. Dans cet océan d'incertitude, la personnalité du roi chevalier fait figure de phare. Mais le destin est cruel. Le royal alpiniste se tue lors d'une modeste escalade. Le phare s'éteint et on priera pour lui aussi. Voici pour nous tous l'instant de la séparation et pour cette minute de l'adieu suprême à notre roi, unissons nos pensées en une même méditation. Le 17 février 1934, stupeur, le roi chevalier n'est plus. Sa passion, l'alpinisme, l'a tué à Marche-les-Dames. La foule ne veut pas y croire. Elle se presse sur les lieux du drame. L'émotion est à son comble lors de funérailles grandioses. La radio, c'est une première, va relayer les larmes de tout un peuple. Le pays pleure le plus grand et le plus héroïque de ses souverains. 500 000 Belges assistent aux funérailles du roi. Les citoyens, en ces heures tragiques de 1934, enterrent aussi leur querelle. Encore des drapeaux qui partent, encore des délégations étrangères, encore des anciens combattants. C'est le dernier détachement de ce défilé. Et un escadron de gendarmes à cheval termine ce passage des troupes. Que la masse du cortège qui pendant des heures a défilé dans Bruxelles est maintenant arrêtée aux confins du parvis et sans doute qu'un défilé va s'organiser pendant que le clergé amènera le corps dans l'église royale. Ce sont les événements qui vont symboliser l'importance de la radio. La mort du roi Albert et le reportage qui en est fait, on dit par Théo Fleischmann, mais en réalité par une dizaine de journalistes reporters qui sont disséminés à travers toute la ville. C'est toute une dramatisation extraordinaire, les funérailles du roi Albert. C'est un événement caractéristique et symbolique, mais la radio existe dans la vie de tous les jours. Hein, et elle remplit, elle joue un rôle, pour désennuyer les gens. On lui a donné comme objectif de informer, d'éduquer et de distraire. La radio est évidemment présente lorsque, dans une ferveur jamais vue auparavant, Léopold III monte sur le trône. Léopold apparaît comme la réincarnation d'Albert. On dit de lui qu'il a un caractère identique à son père. On attend de lui les mêmes vertus. En passant ses troupes en revue, Léopold III s'inscrit rapidement dans son cadre de chef militaire. La Grande Guerre est encore dans toutes les mémoires et tout ce qui s'y rapporte est proche du sacré.
La popularité de la famille royale doit beaucoup à l'engouement suscité par la reine Astrid et ses enfants. Le 25 août 1935, une abominable nouvelle frappe le pays. La voiture royale a quitté la route à Küsnacht, en Suisse. La reine Astrid est morte. Pour la seconde fois, en quelques mois, le destin assigne au peuple belge un rendez-vous tragique. Le voici aujourd'hui, rassemblé autour de sa reine morte, ainsi qu'il se pressait, il y a 18 mois, autour de son roi foudroyé. Entre 30 et 40, le nombre d'auditeurs va passer de 100 000 à 1 million. Et le budget du service public est garanti parce qu'il reçoit 9/10 des recettes des redevances. Ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Il n'y a plus de lien entre la redevance et les émissions. Mais vous imaginez que les ressources de l'INR vont grandir d'année en année. L'Institut national de la radiodiffusion achète un terrain de 4000 m², place Flagey, à Bruxelles. La construction de la maison de la radio prendra 4 ans. Elle s'achèvera en 1939. Le bâtiment est unique en son genre. 6 salles de concert, 4 studios spéciaux. Ces salles restent aujourd'hui encore, je peux vous le dire, le fin du fin de la technique acoustique. Il va avoir à un certain moment 6 orchestres à sa disposition qui ont été créés. Ce sont les premiers orchestres permanents, véritablement permanents en Belgique. Et il faut bien songer que le disque existe et on utilise le disque à la radio, mais le disque est insuffisant en quantité, il n'a pas assez de variété. Donc on utilise les orchestres qui jouent tous les jours à midi et le soir. En 1936, le désarroi est profond. L'heure est au prétendu sauveur et l'idée de chef s'impose dans presque toute la société. C'est le culte de la force, de la discipline. Les grandes gueules font recette. La percée fasciste est en marche. Éblouie par la découverte de la mer et des grandes vacances, la majorité des Belges ne perçoit pas encore le danger de la bête immonde qui grandit. L'extrême droite monte à l'avant-scène. En Flandre, le VNV, fondé en 1933, rêve de créer un État flamand sous la houlette de son chef, Stave de Klerk. Du côté flamand, c'est une maturation d'un problème qui date de l'après-guerre, de tout ce problème des Flamands maltraités ou théoriquement maltraités par la troupe où ils étaient dirigés par des officiers de langue française. C'est tout le problème des collaborateurs, puisqu'il y avait une forte collaboration nationaliste flamande dont on veut l'amnistie. Et tout ça sur fond de crise économique, même si ça va un peu mieux, mais il y a tout de même une désespérance très très forte. En Wallonie et à Bruxelles, un certain Léon de Grelle va rafler la mise. Orateur brillant, Léon de Grelle rompt en 1935 avec le Parti catholique et fonde Rex, son propre mouvement. Sa campagne consiste à fustiger le monde politique présenté comme totalement corrompu. Balayons les pourris, nettoyons les écuries. Des slogans choc, c'est court, c'est peu, mais ça marche. Du côté francophone, avec De Grelle et avec Rex, vous avez évidemment le même fond sorti lent d'une crise très virulente sur le plan économique. Et alors vous aviez eu toute une campagne sur le monde politique pourri qui avait été orchestrée de façon tout de même très très forte.
C'est tout ce climat fait à la fois de tous ces malheurs des années 30, auxquels vous ajoutez une attaque frontale contre le régime parlementaire. Vous avez l'environnement international, c'est tout cela qui en grande partie explique ces événements. En Belgique, Rex remporte 21 sièges lors des élections de mai 1936. Le VNV, lui, en décroche 16. Un an plus tard, les esprits s'échauffent. De Grelle défie le régime lors d'une élection législative anticipée à Bruxelles. Il affronte les partis démocratiques regroupés derrière le Premier ministre, le catholique Paul van Zeeland. Je fais une dernière fois, comme je l'ai fait si souvent déjà, appel à tous les bons citoyens, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs opinions ou leurs croyances. Je leur demande de se réunir pour travailler tous ensemble à la grandeur de la patrie. Eh bien, nous disons, M. Valzelan, si vous voulez faire des révélations terribles, si vous voulez confondre secrets devant tous ces hommes, venez à cette tribune les faire, vous avez la parole. Le roi, la loi, la liberté. De Grelle est battu à plate couture. C'est un feu de paille sur le plan électoral, mais sur le plan tout de même d'un risque de fond, ça va subsister, il va rester jusqu'à la guerre. Et puis une grande partie, pas tous, mais une grande partie de ces gens iront vers la collaboration. Il va rester là un parti fascisant, d'ailleurs qui a des relations avec Mussolini et Hitler, qui aura même des aides financières, pas extrêmement importantes, mais il y aura des relations structurelles. Donc le soufflet retombe sur le plan d'une grande partie de l'opinion publique, mais malgré tout, le cancer est là. En Flandre, le cancer reste tenace, à l'image de Stave de Klerk, le Führer local, qui va entraîner ses partisans quelques années plus tard dans la collaboration. En 1936, de nombreux Belges vont découvrir un nouveau monde. Après une vague de grève, les travailleurs obtiennent enfin 6 jours de congés payés par an. Pour beaucoup, ce sera l'occasion de voir la mer pour la première fois. Pour les modestes, le camping prend son essor. Et pour les nantis, la caravane est de sortie. Les Belges découvrent un horizon plus vaste que celui de leur usine ou de leur bureau. Le retour de vacances est amer. En Allemagne, flotte une odeur de poudre, les musiques deviennent plus martiales, les industriels en armement se frottent les mains. Chez nous, les militaires planchent sur des moyens de défense et la crainte s'installe à nouveau. En Espagne, la poudre parle déjà. C'est la guerre civile. L'Allemagne en profite pour tester ses hommes, son matériel. Hitler vole au secours du général Franco, qui s'est soulevé contre le gouvernement républicain. Face à l'agression fasciste en Espagne, les grandes démocraties sont hésitantes, divisées. La Belgique, elle, fait le choix du retour à la politique de neutralité d'avant 1914. La nouvelle politique s'explique par 2 choses. Des histoires de politique extérieure et des histoires de politique intérieure. Politique extérieure, on a l'impression que la France est trop faible, et que s'associer en faible, ce n'est pas très confortable. Du côté intérieur, il est tout à fait clair que les catholiques et le capital n'aiment pas la France du Front populaire. Et il faut ajouter que les Flamands ne veulent pas s'associer à cette France. Et en plus, le roi, depuis toujours, nos rois préfèrent la politique de neutralité. C'est pour ça que la Belgique opte en fin de compte pour la politique des mains libres, pour la politique d'indépendance.
Pour protéger sa neutralité, la Belgique s'entoure d'une ceinture de béton. Le gouvernement et les militaires misent beaucoup sur les forts de la région de Liège, surtout celui d'Ébène et Mal, le meilleur du monde, croit-il. Les hommes politiques sont en général des anciens combattants. Leur idéal, c'est une tranchée, mais une tranchée bien préparée, donc avec du béton, avec des fortins, etc. Et on verra que toute la discussion au sein des gens qui réfléchissent à la chose en Belgique est une discussion entre béton et mobilité. C'est une discussion entre une armée de masse et une armée performante, motorisés, type chasseurs ardennais, cyclistes sur les frontières, une cavalerie montée, etc. L'homme s'est incorporé sa création. Sa machine et lui ne font qu'un. Sa machine obéit à sa volonté. Soldats de Flandre, soldats de Wallonie, nous savons que le pays peut compter sur vous pour conserver intact ses biens, sa liberté, son honneur. Le grand public lui-même, à la vue de ces masses prêtes à sauvegarder nos frontières, partagera la confiance et la sécurité que nos soldats eux-mêmes éprouvent. À un jet de pierre de nos défenses, l'Allemagne bande ses muscles. Hitler a de plus en plus d'appétit. Le Reich annexe l'Autriche. Lorsqu'à son tour, l'intégrité de la Tchécoslovaquie est menacée, ses garants, le Britannique Chamberlain et le Français Daladier, foncent à Munich pour négocier. Ils finissent par laisser les mains libres au Führer et reviennent dans le soulagement général. La guerre est évitée, pour le moment. À leur retour, Chamberlain et Daladier sont accueillis comme des héros. Les cons s'ils savaient, dira alors Daladier. Se doit de faire une politique prudente et les hommes qui dirigent la Belgique se doivent de vivre avec cette idée que la guerre n'est pas inévitable, que la guerre peut être évitée, se doivent de vivre avec cette volonté de lutter pour apporter leur contribution à la paix du monde, mais pour faire aussi tous leurs efforts, pour si par malheur la guerre éclatait, leur pays soit préservé de cet abominable fléau. Cette politique sera soutenue par, disons, 80% des Belges. Si on réfléchit bien, ce sont seuls les socialistes wallons qui auparavant étaient antimilitaristes et qui parlaient du fusil brisé, qui voient le danger. Mais la droite en général croit, avec la grande masse des Belges, s'en sortir par cette politique de neutralité. Le frisson de la guerre fait à nouveau trembler le monde. Par degrés, dans l'ordre et le calme, se poursuit la mobilisation de nos forces armées. Point de famille que l'alerte ne touche. Dans toutes les gares, sur toutes nos lignes ferrées, les miliciens rappelés circulent. Qu'ils témoignent de l'enthousiasme? Non. Ils ne peuvent s'empêcher de penser aux êtres chers qu'ils viennent de quitter. Mais le devoir à remplir l'emporte. Les gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale ne pouvaient pas s'imaginer une répétition. Et même quand commence la guerre officiellement en septembre 1939, du côté allié, on ne bouge pas, parce qu'on est convaincu que la guerre se terminera et que ce sera un blocus économique, et pas plus, hein, qu'il n'y aura pas de combat sur le front, qu'il n'y aura pas d'offensive, parce que cette hécatombe est inconcevable. Très bien. Nous ne risquons rien. On veut encore le croire en cette fin des années 30. Personne n'ose imaginer le pire, mais tout le monde le redoute. On le sent, on le sait. Les armes vont resservir et elles sont plus performantes, bien plus efficaces que 20 ans auparavant. Mais rassurez-vous, tout va très bien. À la semaine prochaine. Musique. Mais à part ça,
Gare.